Deuxième partie de notre émission avec Territoire d'Info, la presse quotidienne régionale, les télés locales de France et le réseau Via Télévision, les uns des radios 130 radios qui sont nos partenaires, et avec TV5 Monde et l'invité politique en direct sur ce plateau ce matin, c'est Julien de Normandie. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le ministre chargé de la ville et du logement. Merci d'être avec nous sur ce plateau ce matin et pour vous interroger, à mes côtés, Oriane Mancini, spécialiste politique de Public Sénat. Bonjour Oriane. Bonjour. Et Pascal Jalabert du groupe EBRA et qui est présent pour le Dauphiné libéré ce matin sur ce plateau. Merci. Bien sûr, Julien de Normandie, votre interview sera relayée par les sites internet de la presse quotidienne régionale à partir de 10h ce matin en vidéo. La dépêche du midi titre « Castaner, ministre dans la tempête ». On a vu donc son audition hier devant le Sénat. Est-ce qu'il a assumé toutes ses responsabilités, selon vous, de ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner? Ah oui, très clairement, il a totalement assumé ses responsabilités. Est-ce qu'il ne s'est pas défaussé sur l'ex, bientôt préfet Michel Delpech? Non, pas du tout, et je crois qu'il l'a très clairement expliqué hier devant les sénateurs lors de cette audition. Quelle est la situation? La situation, d'abord, c'est que nous sommes face à des personnes qui ne sont plus là pour manifester, qui sont là pour casser, pour taper du flic, pour brûler des kiosques, pour parfois mettre le feu à des locaux qui se situent en rez-de-chaussée d'immeubles d'habitation avec des pompiers ou des forces de l'ordre qui doivent ensuite aller sauver femmes et enfants qui peuvent être prisonniers aux flammes. Ça ne s'appelle pas des manifestants, ça s'appelle des factieux, ça s'appelle des personnes qui ne sont tirés, motivés que par une chose, c'est la violence. Et donc, le ministre de l'Intérieur, le Premier ministre et le Président de la République ont pris des décisions très fortes parce que, manifestement, samedi dernier, il y avait eu un certain nombre de dysfonctionnements. Il s'est défaussé sur l'ex-préfet Michel Delpech. Attendez, quand vous êtes un responsable politique ou un responsable à la tête d'une organisation, votre rôle, c'est quoi? C'est de faire en sorte que les ordres que vous passez, que les décisions que vous prenez, elles s'appliquent. Samedi dernier, un certain nombre d'orientations, cette fameuse nouvelle doctrine de gestion et du maintien de l'ordre, demandée par le ministre de l'Intérieur, demandée par son secrétaire d'État, n'a pas été pleinement et entièrement appliquée. Donc à partir de là, qu'est-ce que vous faites? Quand vous êtes responsable politique, par le préfet, donc responsable de l'organisation, vous prenez les décisions pour faire en sorte que les ordres, les décisions, les orientations que vous donnez soient pleinement respecté. C'est ce qui a été fait en ce début de semaine. Et moi, je trouve ça très bien que le gouvernement ait pu réagir aussi vite face à une situation qui exaspère les Français. Il faut arrêter. Pourquoi avoir attendu le 18e samedi de mobilisation pour prendre ces décisions? Mais parce que lors des précédents samedis, nous avons vécu des actes d'une violence incroyable également. Mais je pense notamment à ce samedi 8 décembre, ces samedis du mois de décembre, où là, les orientations avaient été mises en œuvre. L'utilisation de l'ensemble des dispositifs de protection, de dispersement, avait été faite par les forces de police. Samedi dernier, manifestement, ces orientations, cette vision, ces doctrines n'ont pas été pleinement appliquées. Quand c'est le cas, quand ce que vous demandez à la tête d'une organisation n'est pas pleinement appliqué, vous prenez les décisions pour faire en sorte que ça change et que ce soit appliqué. C'est ça les décisions prises si elle était entrée en vigueur plus tôt, elle n'aurait pas permis d'éviter ces violences? En tout état de cause, elle aurait facilité le travail de nos forces de police. Elle aurait par exemple permis de pouvoir interpeller dès l'approche de ces lieux de manifestation un certain nombre de manifestants qui arrivent cagoulés. Elle aurait pu permettre de faciliter ce travail. Donc oui, il faut que cette loi puisse être appliquée et mise en œuvre le plus vite possible. Elle a été votée au Sénat en octobre. Le gouvernement réduit son emparer avant? C'est comme tout, hein. On a un temps institutionnel dans notre pays et puis on a un temps du quotidien de la réalité que nous vivons. Le temps institutionnel est ce qu'il est. Le gouvernement fait en sorte de pouvoir aller le plus vite possible. Il faut que ce temps institutionnel soit le plus proche possible du temps du quotidien et c'est pour ça qu'il faut que effectivement cette loi puisse rentrer en vigueur le plus vite possible. Je note au passage que pendant de longues semaines, nous avons eu beaucoup de débats pour savoir si cette loi était pertinente ou pas pertinente. Je crois qu'après Exactement, je crois qu'après ce nouveau samedi d'une violence incroyable, tout le monde s'accorde à la nécessité d'être encore plus ferme et d'utiliser notamment les nouveaux outils permis par cette loi. Pascal Jalabert. Oui, Julien de Normandie, dans votre ministère, il y a cohésion des territoires, j'ai envie de vous dire, et la cohésion du gouvernement. Sur les retraites, par exemple, on a entendu Agnès Buzyn, Gérald Darmanin dire il faudra peut-être travailler après 62 ans, travailler plus longtemps. Alors qu'en est-il ? Moi, je crois qu'il faut revenir surtout à la méthode. Vous savez, on a une méthode qui est très claire au sein du gouvernement, c'est de faire les choses dans le bon ordre. Les retraites aujourd'hui, est-ce qu'il faut améliorer un certain nombre de choses? Clairement, oui.
je mets au défi, par exemple, autour de la table, quiconque de déterminer et de savoir, de pouvoir me dire exactement quels seront ses droits à la retraite. Il y a un manque de transparence totale vis-à-vis de ce système-là. Et puis, il faut aussi partir d'un constat commun. Le système des retraites, il est injuste. Le même euro cotisé par des personnes différentes ne donne pas droit aux mêmes indemnités à la retraite, ou à la même retraite. Et donc ça, il faut le changer, à la fois mettre plus de transparence et rendre plus de justice dans ce système-là. C'est le travail que la ministre de la Santé a entrepris et a confié au haut-commissaire qui s'appelle Jean-Paul Delevoye, ancien ministre extrêmement reconnu, avec son sens du dialogue et son sens du consensus. Est-ce qu'il faudra travailler après 62 ans ? Vous savez, la question aujourd'hui, c'est de mener cette réforme selon l'orientation que je viens d'indiquer, c'est ça l'orientation, et de le faire avec la méthode, c'est-à-dire dans le cadre des discussions que mène Jean-Paul Delevoye, avec l'ensemble des organisations syndicales, avec l'ensemble des parties prenantes à ce dossier, et de le faire dans le bon ordre. Donc moi je suis très clair dessus. Le sens de la réforme, c'est celui que je vous ai indiqué. Bon ordre, c'est-à-dire qu'Agnès Buzyn est allée trop vite en parlant dimanche. Et justice, et puis de le faire dans le cadre des discussions. Agnès Buzyn, elle est interrogée sur des points très précis, et en plus de ça, elle a eu l'occasion hier à l'Assemblée nationale d'expliciter précisément quels étaient ses propos et de dire est-ce que notre système doit pouvoir accompagner celles et ceux qui décident d'allonger le temps que eux ont dans leur travail, leur durée du travail, parce qu'ils souhaitent, eux, partir plus tard. Et de là, on est né une polémique comme on naisse assez régulièrement. Mais je crois que, encore une fois, la méthode, il faut la suivre. C'est ça qui est important. Il y a un grand débat interne aujourd'hui à La République En Marche sur le sujet de la laïcité. C'est un sujet qui divise dans votre parti. Est-ce que c'est une bonne chose, ce débat interne ? Moi, je pense par définition que tout débat est une bonne chose. Vous pouvez avoir des approches différentes, vous pouvez avoir des sensibilités différentes. Moi, je pense surtout que le moment que nous vivons dans notre pays est un moment de gravité. Et je crois qu'il faut le redire, de gravité, parce qu'il y a ce mouvement social d'une extrême importance avec ce grand débat qui est au final un événement historique dans l'histoire de la Ve République. Puis d'une immense gravité parce qu'on voit fleurir ici ou là des actes absolument abjects, des actes antisémites, des actes islamophobes, et puis parfois même des oppositions politiques qui opposent les Français les uns contre les autres, en disant « oui, mais ce qui est fait à eux, c'est de la faute des autres ». Vous voyez, quand dans une société on en vient à dire « ce qui est fait à eux, c'est de la faute des autres », en fait, c'est le fondement même de notre cohésion qui parfois est mis à mal. S'agissant de la laïcité, le président de la République l'a encore redit, l'avait dit pendant la campagne présidentielle, l'a reprécisé encore avant-hier. La laïcité, c'est la loi de 1905, toute la loi de 1905. Donc on n'y touche plus. Il était un temps question d'y toucher, de l'amender. Non, il avait été question de pouvoir apporter des précisions, des modifications sur un certain nombre de points, mais jamais de revenir de près ou de loin sur le fondement et la philosophie de cette loi de 1905, qui est une loi de liberté qui permet de croire pleinement ou de ne pas croire pleinement. Cette loi de 1905, à mes yeux, c'est le fondement, le socle, et c'est cela qu'il faut mettre en avant. La question qui est posée, c'est quand même celle de l'islam et de sa place en France. Or, beaucoup de nos compatriotes ne comprennent pas de voir tant de jeunes femmes porter le voile, des demandes de burkini, de tenues de sport adaptées, d'horaires séparés dans les piscines. Faut-il, au nom de la laïcité, interdire tout cela en France ? Non, mais attendez. Il y a des choses différentes. Moi, je suis profondément attaché à cette loi de 1905. Je suis profondément attaché à la liberté donnée à chacun de pouvoir croire et de pouvoir croire pleinement. Ça ne veut rien dire de croire à moitié. Le législateur n'est pas là pour dire... Il y a croire et puis il y a la pratique privée-publique. Le législateur n'est pas là pour dire... Le législateur n'est pas là pour dire vous pouvez croire, mais vous pouvez croire à moitié. Non, à chacun ses convictions et la possibilité de croire donne la possibilité de croire pleinement. Et donc cette loi de 1905 est une loi qui permet cela. Après, la croyance s'intègre dans les règles de la République et dans les lois de la République. Et c'est ça le fondement même de la société dans laquelle nous vivons. Et moi, je suis très attaché à cela, c'est-à-dire la possibilité de donner à chacun de pouvoir croire sans aucun préjugé, sans aucune stigmatisation. Et malheureusement, aujourd'hui, j'en vois beaucoup trop, y compris de responsables politiques. Et ça, je ne les supporte pas, parce que c'est ça qui fait que une partie de notre population peut se sentir pointé du doigt, regardé, jugé. C'est intolérable. Donc chacun doit avoir la possibilité, c'est la beauté, la grandeur de notre pays, de pouvoir croire
pleinement, tout cela se faisant dans le respect des règles de notre République. Julien de Normandie, ministre chargé de la ville et du logement, est notre invité politique dans Territoire d'Info en direct ce matin. On va parler de votre département ministériel. On a vu beaucoup d'images, d'ailleurs nos confrères et partenaires de la Provence relaient souvent des images de vous à Marseille. Vous y êtes allé beaucoup. On va parler de l'habitat indigne, puisque c'est vraiment quelque chose qui concerne votre ministère. Après ce drame qu'on a tous en mémoire, est-ce que vous pouvez nous faire un petit point? Est-ce que les choses avance? Est-ce que du concret se met en place? Est-ce que vous supervisez tout ça, vous, le ministre du Logement? Alors, Marseille, c'est un drame absolument terrible. 8 personnes ont perdu la vie. J'y suis allé au tout début, quelques heures après. 2 immeubles étaient effondrés. Le 3e ne s'était toujours pas effondré au moment où je suis arrivé. Depuis lors, j'y suis retourné à de nombreuses reprises. On a vu ces images dans notre Et nous avons beaucoup travaillé, mes équipes et moi-même, pour faire 2 choses. Aujourd'hui, il faut continuer à gérer l'urgence. C'est-à-dire qu'il y a à peu près 2000 personnes qui ont été évacuées de leur propre immeuble depuis le drame. Et sur ces 2000 personnes, il y en a encore à peu près 1300 qui ne dorment pas dans ce qui était leur lieu d'habitation avant, parce qu'ils n'ont pas pu retourner chez eux ou parce qu'on n'a pas pu encore leur donner accès à un logement dit pérenne. Et donc, il faut continuer à accompagner l'ensemble de ces personnes pour que le plus vite possible, ils puissent retrouver soit leur propre logement, soit un logement pérenne. Ça veut dire financièrement, bien sûr. Alors, accompagner, ça veut dire financièrement, ça veut dire aussi aller identifier un certain nombre de logements qui aujourd'hui pourraient être fléchés vers ces personnes. Lors de mon dernier déplacement, j'ai réuni par exemple tous les propriétaires d'une grande rue très connue à Marseille où beaucoup m'avaient indiqué qu'il y avait des logements vacants. Je suis allé identifier avec mes services les propriétaires de ces logements. Pas de risque d'autres drames, Julien de Normandie. Et parallèlement à ça, qu'est-ce qu'il nous faut faire? Pas Marseille, d'autres villes. Le deuxième élément, ce qu'il nous faut faire, c'est mener cette politique de lutte très forte contre l'habitat insalubre. Ça veut dire reconstruire là où c'est nécessaire. C'est le grand plan de réhabilitation que j'ai lancé. Moi, je veux vraiment, quand vous êtes ministre du Logement, vous avez 2 choses vous devez marcher sur 2 jambes. 1, construire plus là où c'est nécessaire. Et 2, j'en ai fait un axe très fort de mon action, rénover là où c'est nécessaire. Et aujourd'hui, on a un énorme besoin de rénovation. C'est pour ça qu'on double, par exemple, les financements de la rénovation urbaine. C'est pour ça que j'ai lancé un grand plan, ironie tragique de l'histoire, que j'ai annoncé 3 semaines avant le drame, à Marseille précisément, un grand plan de lutte contre ces copropriétés dégradées, 3 milliards d'euros. Et c'est pour ça que j'ai lancé, y compris dans le contexte budgétaire actuel, un nouveau dispositif fiscal. Comme tout ministre du Logement, il porte mon nom, ça s'appelle le De Normandie dans l'ancien. Et c'est un dispositif qui dit, moi je demande aux investisseurs qui veulent investir dans la pierre, investissez dans l'habitat ancien et dès que vous faites 25% de travaux dans cet habitat et que vous le louez ensuite, à ce moment-là, vous avez une réduction d'impôt sur le revenu très conséquente. C'est un nouveau dispositif. Normandie. Il vient d'être adopté, les décrets ont été signés et donc vraiment j'invite tous les investisseurs à s'en saisir. Justement, on estime qu'il faut produire 500 000 logements nouveaux par an pour pouvoir loger tout le monde décemment. Or, on est loin du compte. On était à 395 000, je crois, l'an dernier. On est autour de 400 000. Oui, autour de 400 000. Comment on fait pour y arriver? Alors, il faut prendre des mesures fortes pour, d'une part, faciliter la construction. Comment on fait? C'est tout l'objet de la loi logement, la loi Elan, qui a été adoptée il y a tout juste quelques mois, à la fin de l'année dernière, et aujourd'hui qu'on est en train de mettre en application pour faire en sorte que tous les textes d'application sortent le plus rapidement possible et que cela se déploie sur le territoire. C'est des mesures très fortes qu'on prend. C'est une réécriture, par exemple, totale du code de la construction. C'est des nouveaux projets de partenariat qu'on prend. C'est la transformation de bureaux en logement. Tant que le foncier est très cher dans beaucoup de villes, les promoteurs et même les acheteurs disent écoutez, non, les terrains sont trop chers. Mais face à ça, il n'y a aucune fatalité dans tout ça. Aucune. Je vais vous le dire, c'est beaucoup de détermination. C'est parfois un temps qui est trop long et je partage cette impatience, mais il n'y a aucune fatalité. Face au foncier, par exemple, on a développé et on a poussé de nouveaux outils que sont, alors excusez-moi, c'est technique, mais les OFS, les Offices Fonciers Solidaires. Ça marche extrêmement bien. On est en train de les développer partout sur le territoire. Et c'est, en fait, une nouvelle utilisation du foncier pour faire en sorte que ce foncier coûte moins cher. Donc il n'y a pas de fatalité, il y a des mesures fortes que nous prenons. Pour parler d'Action Cœur de Ville, Oriane. Oui, un projet lancé il y a un an par votre prédécesseur Jacques Mézard, revitaliser les centres-villes dans 222 communes. Votre ministère a réuni hier à Paris les maires des villes concernées. Il y avait besoin de donner de la visibilité, de la notoriété à ce projet. Il a du mal à prendre ? Il n'a pas du tout de mal à prendre. C'est un énorme succès, Action Cœur de Ville. Et moi, vous savez,
De formation, je suis ingénieur agronome. Je suis profondément attaché à notre territoire. C'est pas à vous que je vais le dire, c'est l'identité même de votre émission. Moi, je pense qu'il faut qu'on soit fiers de nos territoires, très fiers de nos territoires. J'en peux plus de ces géographes qui disent, vous savez, la France, elle est décomposée en 3 zones. La zone métropolitaine, la zone périphérique et les ruralités. Et d'ailleurs, souvent, ils disent même pas les ruralités, ils disent la ruralité. J'en peux plus de ça. On a des poches formidables d'activités économiques, de déploiement culturel, démographique, de cohésion sociale sur l'ensemble de nos territoires. Et notamment, il y avait un parent pauvre des politiques publiques qui étaient ces villes secondaires, ces sous-préfectures, ces villes de quelques dizaines de milliers d'habitants. Et alors, juste, que va faire concrètement l'État? Parce que le projet, c'est 5 milliards sur 5 ans, mais certains maires disent que c'est juste une addition de crédits déjà existants. Combien va mettre l'État? Non, c'est des crédits nouveaux qu'on fait avec nos partenaires. Par exemple, sur le volet logement, c'est 1,5 milliard sur les 5 milliards d'argent nouveau apporté par Action Logement, notre partenaire sur l'opération. Qu'est-ce que c'est? Concrètement, c'est de la revitalisation économique, des nouveaux outils, par exemple pour lutter contre la mise en place d'hypermarchés en périphérie qui va tuer le centre-ville, ou c'est la réhabilitation d'un certain nombre de logements pour faire en sorte que ces logements soient mieux adaptés. Hier, on a lancé une formidable opération qui était un appel à projet s'appelant « Réinventons nos cœurs de ville ». Vous savez, c'est ces appels à projet qui disent on va prendre des anciens endroits, des casernes, des anciens sites qui sont parfois laissés à l'abandon pour les rénover, en faire des logements, des sites économiques. Jusqu'à présent, ça, on le faisait dans les grandes métropoles. Maintenant, on le fait aussi dans ces villes secondaires parce que c'est la beauté, je dirais même, c'est l'identité et l'âme de notre pays, donc on le fait à fond. Julien de Normandie, une dernière question. Un de vos prédécesseurs, lointain, au ministère de la Ville, Bernard Tapie, est en procès, vous le savez, avec le Crédit Lyonnais. Est-ce qu'il a laissé une trace au ministère de la Ville? On parle beaucoup de son action au ministère de la Ville pendant ce procès. Est-ce qu'il a laissé une trace? Est-ce que vous la mesurez? Alors, il n'est pas resté très longtemps au ministère de la Ville, mais il a une action que je salue et que j'ai re-regardé il y a peu, c'est la création de maisons citoyennes. Lui, comme d'autres ministres de la Ville, il est parti du principe que faire la ville, ça se faisait avec les habitants. C'est Simone Veil qui a aussi occupé ce poste avant d'être la ministre de la Santé que nous connaissons, qui disait « Il n'est pas possible de faire la ville sans ses habitants ». Moi, j'en suis convaincu, il faut remettre l'humain et les habitants au centre de tout. Merci Julien de Normandie. Pas d'ambition municipale pour vous? Aujourd'hui, je suis pleinement à ma tâche. Mais ça ne veut rien dire. Aujourd'hui, je suis pleinement... ambition municipale possible. Aujourd'hui, je suis pleinement à ma tâche. Bon, merci beaucoup. Julien de Normandie, ministre chargé de la ville et du logement. On passe au débrief de l'actualité. Merci beaucoup Pascal Jalabert et Aurélien Mancini. Absolument. Julien de Normandie quitte ce plateau, font leurs entrées. Eh bien, quelqu'un qui était là dans la première partie de cette émission. Bonjour, rebonjour Didier Bayeux, vous êtes le directeur général de Mirabel, une chaîne du réseau VIA et partenaire de notre émission. Et bonjour Jean-Baptiste Forêt, vous appartenez à la Gazette des communes, des départements et des régions. Merci d'être avec nous ce matin. On démarre tout de suite avec Christophe Castaner, hier, qui était donc auditionné par le Sénat, ainsi que Bruno Le Maire. Vous avez vu les unes de la presse quotidienne régionale ce matin. On a vu tout à l'heure la une de la Dépêche, entre autres. Est-ce qu'il a assumé toutes ses responsabilités? Est-ce qu'il ne s'est pas défaussé, au fond, sur celui qui sera bientôt le ex-préfet de police Michel Delpuech? Un peu quand même, hein. On sent qu'il y a beaucoup de flottement, de friture sur la ligne depuis samedi. Il y avait ce matin dans le Canard enchaîné un récit assez édifiant de la journée avec Édouard Philippe apparemment qui a été injoignable pendant plusieurs heures, Christophe Castaner qui était un petit peu en panique et puis après la soufflante d'Emmanuel Macron à son retour. Soufflante depuis les Pyrénées, vous voulez dire. Oui, tout à fait. Non, et aussi à son retour des Pyrénées parce qu'il a dû descendre de son Olympe en quelque sorte. Et aujourd'hui, c'est vraiment le préfet de police qui en prend plein la figure, hein, si vous me permettez l'expression. C'est quand même le signe d'un gouvernement un petit peu aux abois. Enfin, quand on commence à s'attaquer aux fonctionnaires, c'est qu'on n'assume évidemment pas ses responsabilités politiques. Vous l'avez regardé, vous l'avez trouvé convaincant, le ministre, vous l'avez trouvé à l'aise, vous l'avez trouvé, comme beaucoup d'observateurs ce matin, quand même, pas trop à l'aise. Hein, vous avez eu les images, on les voit d'ailleurs pendant que vous parlez.
Oui, il lit son texte. On sait que Christophe Castaner, quand même, habituellement, est plutôt un bon communicant. Il sait y faire. C'est un professionnel de la politique, mais on sent qu'il y a une cassure quand même samedi. Mehdi Bayeux là-dessus. Moi, je trouve qu'effectivement, il y a une vraie difficulté à trouver la bonne solution. Entre être très répressif, être pas trop répressif, avec tout ça, la peur d'avoir un mort, au fond, parce que je pense qu'il y a une espèce d'épée de Damoclès là-dessus. Comment réprimer les casseurs et pas les gilets jaunes? Et effectivement, s'il s'avère que le préfet de police n'a pas respecté les consignes, le fusible a toutes les raisons de sauter, mais néanmoins... on peut se poser la question aussi de savoir qui définit la stratégie, parce qu'elle a changé à plusieurs reprises. Alors, la difficulté d'avoir trouvé la bonne, qui est responsable? Didier Bayeux, vous avez entendu le ministre chargé de la ville et du logement, qui avait été évidemment à la cohésion des territoires. Justement, oui. Il est d'ailleurs ministre auprès de la ministre de la cohésion des territoires, Julien de Normandie. Est-ce que vous pourriez dire que, le problème est en train de se régler entre les territoires? Vous êtes le président de la commission des programmes des chaînes locales de la TNT, du réseau VIA. Vous avez une bonne façon de pouvoir mesurer l'opinion publique dans ces territoires. Est-ce que vous trouvez que les choses sont en train de s'arranger? Je crois qu'on est passé entre les territoires et puis leur représentation, les élus, et puis l'État français, pas loin du divorce quand même. Ça a été assez chaud. Alors, je crois que la mobilisation qui a été faite du président de la République et des ministres qui ont mouillé la chemise sur le terrain, rencontré des maires, beaucoup de déplacements, je pense que sont de nature à peut-être à avoir calmé la grogne. Néanmoins, pour continuer l'analogie avec l'amour, on dit il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour. Donc maintenant, on va peut-être attendre des preuves et de savoir tout ça, comment ça va se concrétiser. C'est passer du dire au faire, en fait. Dans la Gazette, vous avez les moyens aussi de mesurer les choses. Est-ce que ça s'améliore? Est-ce que, par exemple, le grand débat d'Emmanuel Macron, qui a mouillé sa chemise, qui est allé un peu partout, est-ce que ça contribue, tout ça, à restaurer une forme de confiance? Oui, bien sûr, Emmanuel Macron a mouillé sa chemise durant ce Tour de France. Il est allé de village en bourgade pour gommer cette image de président des métropoles. De village en bourgade. Ah bah oui, totalement. Il est vraiment allé au cœur du pays profond, dans les provinces lointaines. Et il est parvenu en partie à gommer cette image de président des métropoles. Il s'est plongé vraiment dans les dossiers locaux. On a eu le Macron préfet de l'Eure lors de la première édition du grand débat dans l'Eure, où il parlait pendant des dizaines de minutes de la maternité de Bernay. On a eu le Macron chef de gare à Gargilès-Dampierre. On a quand même entendu le chef de l'État dire que le train de 19h41 de Paris allait être rétabli. C'était quand même assez saisissant. Puis on a eu aussi le Macron chef de bureau d'administration centrale gloser pendant des heures sur le transfert de la compétence eau et assainissement aux intercommunalités. Il était quand même en phase avec les élus. Il parlait la même langue qu'eux. Vous pensez comme... moi, je trouve qu'il faut le dire, il a été assez bluffant, parce que d'être capable, comme ça, sans note, pendant des heures, d'être aussi précis, autant à l'écoute, et puis se souvenir des noms des interlocuteurs, c'était un numéro exceptionnel, il faut le dire. Comment on sort de tout ça, Didier Bayeux, c'est quoi? La question, c'est effectivement, il faut maintenant des actes. Quelles vont être maintenant les décisions qui vont être prises, et je crois que ce qui s'est passé samedi, je pense que ça a été aussi peut-être quelque part une alerte, en se disant, puisque cette manifestation de samedi arrivait au terme de la phase des grands débats avant leur restitution. Donc c'était aussi un signal qui a été envoyé, je crois. Oui, je crois qu'il manque pour l'instant au gouvernement une mesure emblématique vis-à-vis de ces territoires. Alors le ministre de Normandie évoquait le plan Action Cœur de Ville, mais il vise plutôt des communes, des villes moyennes, de 15 à 60 000 habitants. C'est pas la ruralité, vous voulez dire l'idée du gouvernement, ce serait peut-être de s'adresser au centre-bourg, c'est-à-dire aux communes de 2 000 à 15 000 habitants. Et puis derrière ça, il y a quand même un problème absolument fondamental qui est celui de la déshérence des centres-villes dans ces communes. C'est-à-dire que les supermarchés absorbent toute l'activité. On a parfois des centres-villes un peu fantômes, comme dans le Far West. Il y a beaucoup de sujets d'ailleurs là-dessus, sur ces centres-villes
devenue un peu fantôme. Alors, notamment dans les télés locales. Hein. Oui, ben, ça c'est un phénomène qu'on constate, effectivement. C'est le nombre de cellules vides, en parlant des commerces dans les centres-villes, et dans le Grand Est, on n'est pas épargné par ça, même si parfois, dans certaines zones, ça résiste plutôt bien, et il y a des actions qui sont menées par les élus qui font que les tendances les élus ont tendance à s'inverser, je pense notamment des maires. Il y a des projets qui sont tout à fait intéressants. Vous voulez donner un exemple d'ailleurs? Oui, je pense que l'une des solutions pourrait consister à mettre le holà sur les ouvertures de surfaces commerciales à la périphérie de ces communes-là. Oui, mais c'est une mesure assez tranchante, assez autoritaire, qui ne fait pas vraiment partie du logiciel d'Emmanuel Macron. Oui, les gens aiment bien en même temps. C'est supermarché en périphérie des villes et tout. Il présente un certain nombre d'avantages. Souvent, c'est très pratique. Hein. Il y a les solutions de parking, etc. Et puis aussi, on ne le dit pas souvent, puisque chaque année, à Metz se tient les assises nationales du commerce de proximité. Et les spécialistes disaient aussi, c'est qu'il faut prendre aussi en considération les attentes des commerçants eux-mêmes, qui ont besoin de surfaces plus grandes, qui ont besoin de stockage, qui ont besoin d'ateliers de transformation, qu'il n'y a peut-être pas forcément dans les cellules de centre-ville. Donc, et l'idée qui est en train de naître un petit peu, c'est du renouveau de certains types de commerces de proximité, qui sont plutôt vers les commerces bio, qui sont sur certains secteurs, dans l'alimentaire, plutôt qualitatifs, vous voyez, qui permettent à ce centre-ville de revivre un petit peu. Un mot sur la une de la Gazette. On en a parlé avec Brice Lalonde, l'ancien ministre de l'Environnement, qui était notre invité vendredi dernier. SOS territoire à sec. Une photo en une d'ailleurs assez spectaculaire d'un territoire totalement à sec, là, un lit de rivière, je crois. Oui, on a la sécheresse, on a des problèmes de gestion de l'eau qui sont absolument récurrents sur un certain nombre de territoires. Là-dessus aussi, Emmanuel Macron s'est saisi du sujet dans le cadre du grand débat. Il y a évidemment un immense chantier là-dessus. Ça fait quand même plusieurs dizaines d'années que ce secteur-là est un peu laissé en jachère. Voilà, je la montre. Il s'agit de la une de la Gazette, au SOS territoire à sec. Voilà, on la voit à l'antenne. Merci beaucoup Jean-Baptiste Forêt de la Gazette des communes, des départements et des régions justement. Merci beaucoup Didier Bayeux du réseau VIA, directeur général de VIA Mirabel et président de la commission des programmes de l'ensemble des chaînes du réseau VIA Télévision. On va regarder ensemble, si vous le voulez bien, ce qui s'est passé hier soir dans les journaux télévisés, dans les émissions politiques, mais également chez nos confrères dans les autres matinales d'infos. On regarde ensemble, on se retrouve après, à tout de suite. Devant les notes qui nous remontaient sur les risques de débordement, nous avions fait part au préfet de police d'une consigne extrêmement claire. La plus grande fermeté. Nous avons souhaité que tous les auteurs puissent être sanctionnés, tous les troubles interrompus. Cette consigne n'a pas été exécutée convenablement. En réalité, il n'y a pas de stratégie. On navigue à vue, on est dans le brouillard, rien ne remonte, rien ne redescend. Alors vous me direz, dans la chaîne de commandement, il faudrait un moment que tout le monde se remette à bosser. C'est-à-dire que le président de la République descende des pistes de ski et que Christophe Castaner remonte des boîtes de nuit. Dans une démocratie normale, le ministre de l'Intérieur aurait remis sa démission. C'est quand même inconcevable de faire porter la responsabilité du ministre sur le préfet de police. C'est un peu facile. Il a dit ce matin qu'il n'avait pas été obéi ce week-end. Alors s'il n'est pas obéi, ça veut dire qu'il n'est pas en mesure de contrôler son ministère, de se faire obéir de son ministère. C'est une faute grave pour un ministre de l'Intérieur. Donc oui, bien sûr qu'il devrait démissionner. C'est évident qu'il n'est pas l'homme de la situation. Il est l'homme des mauvais choix politiques, des mauvais choix du point de vue du maintien de la sécurité. Quand on sait ça, qu'on n'a pas le mode d'emploi pour sortir de la crise de la démocratie qu'on est en train de traverser, le mode d'emploi parfait, on fait preuve d'un minimum d'humilité, on évite l'arrogance, on évite les petites phrases, on évite de commencer son quinquennat par payer les plus riches qui ont financé sa campagne. Il y a une réponse politique, il n'y a pas encore les solutions, on les attend avec impatience et on commence à avoir des idées là-dessus quand même très précises. Mais oui. Vous attendez les solutions. Non, vous attendez les solutions. Vous vous rendez compte de ce que vous dites? Non, mais vous attendez les solutions. Mais gouverner, c'est prévoir. Je crois que vous aviez un programme d'ailleurs. Ce qui est crédible, c'est de faire en sorte que tous les moyens à la disposition de la police et de la gendarmerie soient pleinement utilisés.
et c'est de faire en sorte aussi que la loi Retailleau puisse entrer en vigueur rapidement pour permettre des interdictions administratives de manifester pour les gens qui ont commis des actes de violence ou participé à des actions collectives violentes. Le gouvernement est toujours en retard et à côté de la plaque. C'est-à-dire ça n'a aucun sens. On va interdire les Champs-Élysées, on va manifester avenue Montaigne. À un moment, il faut interdire à Paris toute manifestation qui n'est pas strictement organisée, dans laquelle des responsables ne s'engagent pas. Le sujet ne doit pas être de se focaliser sur les manifestations. Hier, il y a eu en moyenne 13,5% de grévistes. Je le considère, je ne méprise pas ça. C'est à regarder, j'écoute les organisations, mais ça ne doit pas nous faire oublier tout le reste, c'est-à-dire la nécessité de faire progresser nos élèves, de hausser le niveau. Vous savez, j'ai deux objectifs très clairs, élever le niveau général et la justice sociale. Et les deux vont ensemble. Voilà, dans un instant, c'est Territoire Sénat, la suite de notre émission. A tout de suite.